Je laisse la parole à Anouk Decor, qui est vétérinaire de formation aussi et qui travaille pour l'Office français de la biodiversité. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Voilà, nous, on n'est pas du tout spécialistes de la lepto. Par contre, on est un des maillons de la surveillance intégrée qui permet notamment de mettre en évidence certains cas. Donc moi, je vais vous parler plus de maladies, enfin de la surveillance. Je vais même vous parler beaucoup de surveillance et un peu de lepto. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit panel de milieux dans lesquels on intervient. On intervient dans des milieux extrêmement variés, y compris des milieux humides. Et donc ça peut être soit des écosystèmes lacustres, donc lacs, étangs, ça peut être aussi des canaux, ça peut être aussi des steppes. Voilà, donc on intervient dans tout un tas de situations à partir du moment où il y a de la mortalité animale. Donc je vais juste vous faire un bref rappel sur les façons, sur les différentes modalités qui existent pour surveiller les maladies qui s'expriment dans la faune sauvage. Donc il y a plusieurs, enfin les maladies qui circulent, les agents infectieux qui circulent dans la faune sauvage. Donc soit on surveille les animaux, soit on surveille l'écosystème directement, le milieu. Donc ça peut être surveiller les vecteurs, surveiller les milieux directement. Et quand on surveille les espèces animales, ici je vous ai mis un panel de captifs ou de sauvages, mais quand on surveille les espèces animales sauvages, il y a deux façons de les surveiller. Soit on surveille les cadavres, donc ça c'est plutôt notre truc à nous, soit on surveille des animaux qui sont soit capturés, soit chassés. Voilà. Donc l'un c'est de la surveillance qu'on appelle événementielle parce qu'on attend des événements de mortalité ou de morbidité pour pouvoir avoir accès aux animaux, soit en fait on va provoquer le prélèvement et donc on va se servir d'animaux qui sont tués à la chasse ou d'animaux qui sont capturés quand il s'agit notamment d'espèces protégées ou en dehors de périodes de chasse. Donc ces différentes modalités, en fait, elles sont généralement complémentaires. On a des infos qui sont différentes et surtout, la mise en place de ces différentes modalités va dépendre à la fois de l'objectif. Est-ce qu'on cherche une détection précoce ? Est-ce qu'on cherche à évaluer la distribution spatio-temporelle de la maladie ? Est-ce qu'on cherche à surveiller la maladie, c'est-à-dire l'expression de l'agent infectieux ? Ou est-ce qu'on cherche à surveiller la circulation d'un agent infectieux, c'est-à-dire qui ne s'exprime pas forcément chez les différentes espèces ? Ça va dépendre de l'agent lui-même, de son expression clinique et épidémiologique et de son cycle épidémiologique, c'est-à-dire chez quelles espèces il circule et dans quel milieu. Donc il y a beaucoup de si. Nous, notre truc, c'est ça. Voilà, c'est les animaux morts ou malades. Donc on fait ce qu'on appelle de la surveillance événementielle. Donc en fait, on va être capable de faire de la surveillance avec une certaine efficacité sur des maladies qui s'expriment cliniquement. Donc soit les animaux sont morts, soit les animaux de cette maladie-là, soit en fait ils expriment des signes cliniques qui se voient bien de l'extérieur et donc pas forcément à l'intérieur au niveau lésionnel. Donc on va juste développer un tout petit peu ce volet-là, parce que dans ce volet-là, il y a encore deux modalités différentes. Soit on est sur une exploration généraliste, c'est-à-dire que par exemple dans le réseau SAGIR, on surveille 300 espèces différentes, de l'amphibien en passant par le loup jusqu'au gypaète barbu, en passant par du chevreuil et du sanglier. Donc on a un panel d'espèces en fait qui est extrêmement large et on détecte toutes les maladies. C'est-à-dire, quelle que soit la cause, ça peut être des causes environnementales, ça peut être donc du stress alimentaire, du stress environnemental, ça peut être infectieux, ça peut être toxicologique, génétique, etc., etc. Donc on a un panel en fait de maladies qu'on est capable de détecter et donc c'est basé sur une approche diagnostique. Qu'est-ce qui cause la mort de l'animal ou qu'est-ce qui contribue à l'état général de l'animal ? Et il y a une deuxième modalité de surveillance qu'on peut mettre en place, mais cette fois de façon ciblée, ça s'appelle la surveillance renforcée. Donc on va cette fois cibler un couple maladie-espèce ou un couple agent infectieux-espèce et on va se focaliser sur la surveillance de ce couple-là. Donc ça, on peut le faire, mais en réalisant une surveillance qu'on appelle basée sur le risque, parce qu'on ne peut pas saturer le réseau et que les gens surveillent à fond tout le temps toutes ces maladies-là. Donc ils vont surveiller ces maladies sur des espèces particulières qui sont à risque, sur des périodes particulières, par exemple la migration des oiseaux pour l'influenza, et sur des zones particulières, notamment des zones à risque de concentration d'oiseaux pour l'influenza aviaire. Donc ça, en fait, c'est des commandes ministérielles. Donc c'est généralement des maladies réglementées. On ne les surveille pas toutes. Donc c'est des commandes du ministère de l'Agriculture, ou ça peut être aussi des commandes du ministère de l'Environnement sur des espèces à très 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 fort enjeu de conservation. Donc évidemment, il y a plein de filtres qui s'appliquent, puisque la détectabilité des cadavres, elle ne va pas être la même selon qu'on est sur un ours ou bien qu'on est sur un amphibien, selon qu'on est dans un milieu de montagne ou qu'on est sur une plaine où il y a une grosse fréquentation.
Donc la détectabilité des cadavres n'est pas la même partout pour toutes les espèces tout le temps. Les signalements, ça va dépendre de la connaissance du réseau. Donc tout n'est pas signalé non plus, tout n'est pas collecté parce que quand vous avez un sanglier au stade os, on ne va pas forcément aller le ramasser. Par contre, vous avez un ours au stade os, là on va aller le ramasser. Ça va dépendre des capacités de transport selon la taille de l'animal, ça va dépendre des capacités de stockage et des capacités d'analyse. Voilà. Donc on ne peut pas forcément faire tout ce qu'on veut sur un animal avec une dégradation très importante quand il est au stade os ou alors masse d'asticots. Voilà. Et puis justement le principe de la surveillance renforcée, c'est qu'on lève les filtres. Donc on va être capable de surveiller beaucoup mieux en levant l'ensemble de ces filtres. Donc si on devait résumer le réseau SAGIR, donc le réseau SAGIR, c'est un des réseaux qui est en charge de la surveillance des maladies animales en France, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines. Donc si on devait résumer en 3 mots, en 3 phrases clés, comment le réseau SAGIR, qu'est-ce que c'est ? C'est surveiller pour et par les animaux. C'est pas seulement surveiller par les animaux, parce que ça a été quand même aussi longtemps en fait une politique de surveillance, de surveiller par les animaux pour avoir des informations pour la santé publique ou pour les animaux de rente. Là, on a aussi une composante de surveiller pour les animaux sauvages, c'est-à-dire avec des fins de conservation ou de gestion synégétique, par exemple. La deuxième phrase clé qu'il faut retenir pour SAGIR, c'est pas un acronyme. C'est plutôt un slogan, donc ça veut dire surveiller pour agir, c'est la contraction. Et ça veut simplement dire que le réseau, il n'est pas juste là pour bancariser des données qu'on n'utilise pas. C'est vraiment un réseau qui a une finalité opérationnelle. Par exemple, si on prend l'exemple de la peste porcine africaine, l'idée, c'est derrière de pouvoir détecter précocement les foyers pour pouvoir mettre en place une gestion de ces foyers dans les populations sauvages. Et puis la troisième phrase qu'il faudra retenir sur le réseau SAGIR, c'est qu'en gros, on surveille les morts, voire les malades, parmi les animaux sauvages pour protéger et préserver les vivants. Donc les vivants, c'est-à-dire l'espèce humaine, les animaux de loisirs, les animaux de rente et les animaux sauvages. Et j'ai introduit une distinction entre protéger et préserver parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes. Quand il s'agit d'intervenir sur des maladies qui sont présentes dans ces différents compartiments, protéger, on va avoir tendance à mettre en place de la gestion, de la prévention pour les animaux de rente, les animaux ou l'espèce humaine. Par contre, on n'a pas forcément une logique interventionniste pour les animaux sauvages. On va plutôt être dans une logique de connaissance, de documentation de la maladie pour mieux la comprendre sans forcément aller intervenir dessus. Donc le réseau SAGIR, il est au carrefour des enjeux. Donc il y a évidemment des santé environnementaux, puisque c'est un peu, on va dire, l'histoire du réseau et son cœur. Donc des enjeux de conservation pour les espèces qui sont menacées, des enjeux de gestion synégétique et des enjeux plus largement de santé de l'écosystème parce que les maladies peuvent traduire des déséquilibres dans les écosystèmes et puis également des atteintes à l'environnement, comme par exemple la destruction d'espèces ou des pollutions. Il est également au carrefour des enjeux puisque le réseau SAGIR, comme on est dans une démarche diagnostique, on part du signal de mortalité et donc après on pose un diagnostic sur la mort des animaux et donc on peut détecter n'importe quel type de maladie, y compris des maladies zoonotiques. Donc il y a un enjeu à la fois pour la santé des chasseurs, puisque c'est un réseau qui est quand même né sur une vocation synégétique, et puis également pour la santé publique. Des enjeux pour la santé des animaux de rente, puisqu'il y a un certain nombre de maladies qui sont partagées par les animaux domestiques, par les animaux de rente et par les animaux sauvages. Et puis il y a également des enjeux société. Parfois, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la mortalité, mais ça crée de l'émoi dans la société civile et il faut apporter des réponses sur les causes de mortalité. Et puis, on a également un enjeu pour la santé des animaux de loisirs, pour les chiens par exemple, parce qu'il y a des interfaces qui sont très fortes entre les chiens de loisirs et les chiens de chasse avec les animaux sauvages, et puis également pour les collections d'animaux sauvages qui sont captifs. Donc c'est un réseau qui n'a pas qui n'a pas vocation à tout surveiller tout le temps, partout, puisqu'il y a d'autres réseaux qui sont en capacité de faire de la surveillance en fait, des maladies qui circulent dans les populations sauvages. Donc l'idée, c'est plutôt de créer des interfaces avec l'ensemble de ces réseaux qui sont en charge de la surveillance et d'avoir vraiment une circulation de l'information importante entre nous et donc de créer des connexions. Donc le réseau, il est vraiment au carrefour aussi et à l'interface en fait, d'un grand nombre de réseaux qui font de la surveillance des maladies qui sont partagés avec les animaux sauvages. Voilà, donc vous avez en jaune les réseaux, par exemple, qui sont en charge de la surveillance des animaux domestiques, comme par exemple Résumec, ou des animaux captifs, comme par exemple l'Association française vétérinaire des parcs zoologiques.
Et ici, vous avez également tout le panel des réseaux qui sont en charge de la surveillance des animaux sauvages, comme par exemple le réseau national des chouaches qui s'occupe de la surveillance des mammifères marins. Donc le réseau SAGIR, comment ça marche ? Donc on a un réseau d'observateurs sur le terrain, donc, qui est de nature variée, des chasseurs, des naturalistes, des agriculteurs, des personnes des administrations, de l'ONF, qui vont détecter des événements de mortalité sur le territoire. Alors j'ai juste mis une petite aparté là, puisque le réseau SAGIR, il est présent à la fois en France hexagonale, mais il est aussi présent dans les Antilles, il est aussi présent à La Réunion et également présent dans les terres australes. Et c'est un réseau qui fonctionne dans sa forme actuelle depuis 1986, donc il y a quand même un tout petit peu d'expérience, avec en moyenne 2300 cadavres qui sont analysés par an, et un fonctionnement d'urgentiste. Voilà, c'est-à-dire qu'on est capable de se mobiliser. Alors on n'a pas des astreintes à proprement parler, mais on assure une continuité de service, y compris les vacances et le week-end. Donc, une fois que ces observateurs sur le terrain ont détecté une mortalité qui leur semble anormale ou pour laquelle ils veulent avoir des réponses, ils vont contacter en fait un interlocuteur départemental. Ils sont 2 par département. Il y en a un au sein du service départemental de l'OFB et un au sein de la Fédération départementale des chasseurs. Et c'est eux qui vont assurer la coordination de la collecte de cadavres à l'échelle départementale, en respectant évidemment les consignes et les instructions nationales. Une fois que ces personnes sont contactées et qu'ils prennent la décision de collecter le cadavre, en fait, ils vont soit eux-mêmes procéder à la collecte, soit mandater une personne qui est collecteur pour le réseau SAGIR, donc qui a suivi un certain nombre de formations, qui dispose de dérogations pour pouvoir en fait collecter des espèces d'intérêt synergétique, mais également des espèces protégées, et surtout collecter en toute sécurité, c'est-à-dire avoir reçu des formations de biosécurité. Et donc, ces collecteurs vont ensuite transmettre le cadavre au laboratoire de proximité, puisqu'on travaille avec les laboratoires vétérinaires départementaux, qui sont plus de 70 à l'échelle du territoire, et qui permet d'avoir en fait un diagnostic de proximité et une réactivité importante. Et il y a également une étape préalable qui a été rajoutée depuis quelques années, c'est qu'on a la possibilité aussi de faire appel à un réseau de vétérinaires praticiens qui collaborent avec l'OFB à travers la SNGTV pour procéder notamment à de l'imagerie médicale post-mortem. Ces données, elles sont ensuite enregistrées dans une base de données. Donc à la fois les données de terrain qui sont saisies par les gens de terrain et les données de laboratoire qui sont saisies par le laboratoire. Et puis, il y a une coordination et une animation nationale donc par l'OFB et une co-animation, une co-coordination par la Fédération nationale des chasseurs et l'ADILVA, qui est l'association qui regroupe l'ensemble des cadres de laboratoires, des laboratoires vétérinaires départementaux d'analyse. Donc voilà, en gros, il y a ça qui meurt sur le terrain. Vous avez un panel de cadavres sur le terrain. Et puis, à la fin, vous n'en avez que quelques-uns qui sont collectés dans le cadre du réseau SAGIR, parce qu'il y a des filtres à la détectabilité, à la déclaration des cadavres, à la collecte, au transport-stockage, à l'analysabilité, à la saisie. Et puis tout n'est pas intéressant non plus en termes de surveillance. Donc on n'a pas vocation à tout ramasser, puisque les cadavres sont des îlots de fertilité, il faut les laisser sur le terrain. Voilà. Donc on a un pied finalement, nous, dans la surveillance, mais on a également un pied dans la recherche, dans l'expertise, dans l'évaluation du risque et dans la gestion. Et ce qui est important de rappeler, c'est qu'il y a vraiment une finalité opérationnelle, et vous allez comprendre le lien après avec la leptospirose, c'est que finalement la surveillance va venir alimenter la recherche, va alimenter l'expertise et l'évaluation du risque, et va alimenter la gestion, d'où l'intérêt de la compilation dans cette base de données. Et inversement, pour nos protocoles, l'ensemble de ces cases aussi, la gestion va permettre d'améliorer les protocoles de surveillance, l'expertise et l'évaluation du risque vont également permettre des retours d'expérience et d'améliorer la surveillance, et la recherche va également permettre d'améliorer la surveillance. Donc on a quelque chose de très dynamique. Alors le réseau SAGIR et la leptospirose. Avec ce que vous a expliqué tout à l'heure Florence, sur l'expression clinique de la leptospirose notamment, sur le taux de mortalité potentiel qu'on peut avoir en fonction des différentes espèces aussi, la leptospirose dans la faune sauvage, en gros, entraîne une faible mortalité détectée. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas beaucoup d'animaux sauvages qui vont mourir de la leptospirose pour différentes raisons que je vous ai expliquées précédemment. La leptospirose, ça n'entraîne pas des épidémies monstrueuses, donc c'est des cas qui sont uniques, qui sont rapidement assimilés dans l'environnement, qui sont rapidement consommés. Donc la chance de les détecter, elle n'est pas forcément énorme non plus. Et quand on a un animal qui meurt isolé, on ne va pas forcément faire l'effort non plus d'aller le collecter.
Donc on a également des cas qui sont sublétaux, c'est-à-dire avec une faible expression clinique ou qui sont non spécifiques. Donc si ça ne va pas jusqu'à la mortalité, on ne va pas achever les animaux pour aller les analyser. Donc on va passer à côté. Donc en gros, SAGIR, c'est un dispositif qui est efficace pour détecter les maladies qui tuent ou qui ont une forte expression clinique et qui tuent beaucoup. Donc ce n'est pas vraiment le cas de la leptospirose. Donc on arrive à détecter des cas de leptospirose dans le cadre du réseau. Mais si on voulait avoir une détection précoce, si on voulait avoir une représentation de la distribution spatio-temporelle de la leptospirose dans la faune sauvage, il faudrait coupler avec d'autres modalités de surveillance. Donc soit de la surveillance des espèces qui sont tuées à la chasse, par exemple, parce qu'on arrive mieux à maîtriser l'échantillonnage, soit il faudrait surveiller les milieux. Voilà, donc à titre d'exemple, je vous montre que par exemple de 2014 à 2026, on a détecté 5 cadavres pour lesquels on a mis en évidence de la leptospirose et pour lesquels on a eu un lien entre la leptospirose et les signes cliniques et les lésions observées. Donc il y a eu un chevreuil, 2 castors, un lynx et un renard. Et la difficulté avec la leptospirose également, c'est qu'on a parfois des lésions qui sont non spécifiques. Par exemple, pour le castor, il y a une étude suisse qui a montré que l'hémorragie pulmonaire finalement était une lésion qui peut être une lésion d'appel en fait pour la leptospirose. Mais les hémorragies pulmonaires chez le castor, il peut y avoir plein de choses qui les provoquent aussi. Donc avant qu'il y ait eu cette étude qui faisait vraiment le lien entre cette lésion et la lepto, c'était pas forcément un réflexe d'aller analyser la leptospirose chez le castor quand on avait une lésion d'hémorragie pulmonaire. Voilà, donc le réseau SAGIR, c'est un des maillons, on va dire, de la surveillance et de la démarche intégrée One Health, mais l'OFB contribue également, au-delà du réseau SAGIR, à la surveillance et à la compréhension de la leptospirose, puisque tout à l'heure, Florence, qui est d'ailleurs ici, vous a présenté la démarche qu'on avait eue conjointement pour essayer de comprendre et investiguer en urgence les événements groupés de leptospirose humaine. Et donc, l'OFB est régulièrement contacté à la fois par les ARS, des DPP et Santé publique France pour contribuer en fait à l'enquête de terrain et essayer de comprendre les sources et surtout les modifications environnementales aussi qui peuvent avoir entraîné les expositions humaines. Notamment parce qu'on a des services départementaux qui ont une bonne connaissance des acteurs de terrain, qui ont une bonne connaissance du milieu et une bonne connaissance des espèces. Voilà. Et donc là, le petit exemple, c'est ce que vous a présenté tout à l'heure Florence avec le SD OFB du département d'Ille-et-Vilaine, qui a contribué à un relevé notamment des traces et indices des populations animales qui étaient présentes sur le site, qui étaient responsables de la contamination humaine. Voilà, j'en ai fini. Donc, Merci beaucoup pour cette présentation à la fois concise et complète. Est-ce que vous avez des questions ? C'est un petit peu en rapport avec une actualité de mon épouse et moi, mais pourquoi la Guyane est pas entourée d'un cercle long, mais alors parce que pour l'instant on n'est pas opérationnel en Guyane et je l'ai mis en pointillé parce qu'on a été sollicité plusieurs fois sur des événements de mortalité de paresseux, de crocodiliens aussi. Et donc on a participé à la compréhension de ces événements de mortalité, mais pour l'instant il n'y a pas, en fait on ne peut pas transposer la structuration hexagonale qui est basée vraiment sur une collaboration entre les fédérations des chasseurs, l'office et les laboratoires vétérinaires départementaux aux départements ultramarins qui ne disposent pas toujours de ces acteurs ou bien d'acteurs structurés. Et notamment en Guyane, il n'y avait pas de fédération de chasseurs qui était structurée à l'époque. Il n'y avait pas de laboratoire vétérinaire départemental, c'est l'Institut Pasteur qui intervient. Donc ça veut dire aller faire des missions pour essayer d'adapter le fonctionnement hexagonal à la Guyane. Donc c'est en discussion. Voilà, donc c'est dans un futur proche, j'espère, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait encore opérationnel.